Une minute auparavant, Eustace Conway avait posté un message si bref et si troublant qu'il avait instantanément provoqué une onde de choc dans la communauté des montagnards et bien au-delà. Après des décennies de vie publique en tant que symbole de résilience, d'indépendance et de vérité sans compromis, il avait révélé qu'il avait découvert un objet enterré sur l'île de la Tortue qui changeait tout. Pas une relique ni un outil oublié, mais quelque chose de bien plus important. Quelque chose capable de démêler l'histoire qu'il avait passé toute sa vie à construire. Cette découverte n'était pas seulement une question d'artefacts ou d'histoire enfouie. Elle mettait en lumière une vérité longtemps étouffée, une conspiration vieille de plusieurs décennies qui menaçait non seulement l'île de la Tortue elle-même, mais aussi les personnes dont la vie, les croyances et l'identité y étaient liées. Ce qui était encore plus troublant, c'est que les personnes impliquées n'étaient pas de lointains étrangers ou des institutions sans visage. Elles étaient plus proches que ce que l'on voulait bien croire. Le message est apparu sur le compte de médias sociaux d'Eustace Conway à exactement 3h47 heure de l'Est le 15e décembre 2024, 6 mots seulement. Pas d'explication, pas de développement, pas d'avertissement. J'ai trouvé quelque chose qui change tout. C'est tout. Et pourtant, ces 6 mots ont déclenché une vague de spéculation, de peur et d'urgence parmi ses partisans, ses compagnons de montagne, ses anciens élèves et ses soutiens de longue date. Le message était accompagné d'une seule photographie montrant Eustace debout à l'intérieur d'une fosse fraîchement creusée sur l'île de la Tortue. L'image à elle seule était troublante. Son expression ne ressemblait à rien de ce que son public avait jamais vu. Exit la détermination familière, le calme bien ancré, ou la sérénité philosophique qui le caractérisait. Au lieu de cela, son visage exprimait quelque chose de plus proche de l'incrédulité, mêlé à une sorte de peur qui semblait brute et non filtrée. C'était l'expression d'un homme dont la compréhension de son propre monde venait d'être violemment modifiée. En l'espace de quelques minutes, les sections de commentaires ont explosé. Des milliers de personnes ont demandé des réponses. Qu'avait-il trouvé ? Où exactement sur la propriété tentaculaire de 1000 acres ? Pourquoi semblait-il ébranlé au plus profond de lui-même ? Cet homme avait survécu à d'interminables batailles avec les bureaucrates, les responsables du zonage et les inspecteurs en bâtiment. Un homme qui avait fait face à l'effondrement financier et à la menace répétée de perdre l'œuvre de sa vie. Et pourtant, il était là debout dans un trou dans le sol, semblant avoir découvert quelque chose qui venait de réécrire fondamentalement la réalité elle-même. L'absence de Preston Roberts, ami de longue date d'Eustace, collaborateur et partenaire de l'opération Turtle Island, est étrangement absente des dernières mises à jour. Pendant des décennies, leur relation a été l'épine dorsale de tout le projet. Mais au cours de l'année écoulée, des fissures subtiles ont commencé à apparaître. Les spectateurs de Mountain Men ont remarqué une tension croissante entre eux. L'enthousiasme de Preston pour la mission éducative semble avoir diminué. Les conversations sont tendues. Les désaccords sur l'orientation et les priorités sont devenus de plus en plus évidents. Environ 40 minutes après, le message énigmatique d'Eustace Preston rompt enfin le silence. Son message n'apaise pas les craintes, il les intensifie. « Nous devons parler de ce que cela signifie », écrit-il. « Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui ont cru en ce que nous avons construit ici. Je suis désolé que cela ait pris autant de temps pour remonter à la surface. » Ces excuses ont sonné l'alarme dans toute la communauté. Preston Roberts n'était pas un homme qui s'excusait à la légère. Il était connu pour sa franchise, son honnêteté et sa capacité à admettre ses erreurs lorsqu'elles se produisaient. Mais ses excuses étaient différentes. Elles ne ressemblaient pas à des regrets pour une mauvaise décision ou un mauvais calcul, mais à des remords pour quelque chose de bien plus profond, quelque chose de systémique, quelque chose qui avait été enterré sous le récit inspirant de Turtle Island pendant des dizaines d'années. La photographie que Eustace avait partagée offrait des indices troublants. Sous la terre fraîchement retournée, on pouvait voir ce qui semblait être une structure en béton partiellement exposée. Ses bords étaient usés par les intempéries, ce qui laissait penser qu'elle était sous terre depuis très longtemps. Dans un coin à peine visible se trouvait le bord d'un conteneur ou d'une boîte en métal. Malgré la qualité limitée de l'image, il semblait y avoir des marques ou des écritures gravées sur la surface de l'objet. Les journalistes qui avaient couvert la longue histoire des conflits juridiques d'Eustace avec les autorités locales ont commencé à prendre contact presque immédiatement.
Les organisations environnementales qui avaient autrefois soutenu la mission de Turtle Island ont exigé des réponses. Les anciens étudiants qui s'étaient entraînés sur la propriété ont commencé à partager des souvenirs de détails étranges qu'ils avaient remarqués au fil des ans, de petites incohérences et de zones inexpliquées qu'ils n'avaient jamais remises en question à l'époque, mais qui leur semblaient maintenant d'une pertinence troublante. Après ce premier message, Eustace s'est tu. Pas d'éclaircissement, pas de suivi, pas de réponse au flot de questions qui affluaient de toutes parts. Preston a également disparu de la scène publique après ses excuses. Le silence s'est fait plus pesant au fil des heures. En l'absence d'informations, la spéculation a comblé le vide. Les rumeurs se sont répandues. Et le sentiment s'est répandu que l'île de la Tortue, longtemps célébrée comme un modèle de préservation des modes de vie traditionnels, reposait peut-être sur des fondations bien moins stables que ce que l'on avait imaginé. Alors que la nuit s'installe sur les montagnes de Caroline du Nord, le mystère ne fait que s'épaissir. Qu'est-ce qu'Eustace Conway a découvert exactement sous sa propre terre? Pourquoi cela l'a-t-il visiblement terrifié? De quoi Preston s'excuse-t-il? Et peut-être le plus troublant de tout qui a enterré ce qu'il a trouvé, et jusqu'où ces personnes pourraient-elles aller pour s'assurer que cela reste caché? Les réponses, lorsqu'elles commenceront à faire surface dans les jours qui suivront, provoqueront une onde de choc dans la communauté des montagnards et mettront à jour un enchevêtrement de tromperies, de manipulations et de trahisons qui remontent à la fondation même de l'île de la Tortue. L'excavation qui a mené à la découverte avait commencé comme un travail de routine. Eustace et Preston se préparaient à installer un nouveau système d'eau pour l'un des bâtiments éducatifs de la propriété. L'entretien de l'infrastructure était une nécessité constante pour un lieu dédié à la démonstration de techniques de vie primitives dans un cadre moderne. Il n'y avait rien d'inhabituel dans cette tâche, jusqu'à ce que la pelleteuse heurte quelque chose de solide à environ 4 pieds sous la surface. Ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un substrat rocheux ou peut-être d'une vieille souche d'arbre. Mais lorsque Preston est descendu dans la tranchée pour enquêter, il est devenu immédiatement évident qu'ils avaient découvert quelque chose d'artificiel. La structure était délibérée, précise, indubitable. La formation en béton mesurait environ 2,5 mètres sur 2,5 mètres et avait été soigneusement enterrée. L'exécution laissait supposer une construction professionnelle et non une tentative improvisée de dissimuler quelque chose. C'est en choisissant de creuser davantage, plutôt que de contourner la formation, que tout a basculé. Après des heures de fouilles minutieuses, ils ont découvert une voûte en béton scellé enterrée au début des années 1980, d'après les matériaux et les techniques de construction utilisées. Lorsqu'ils ont finalement percé le seau, en prenant soin de ne pas endommager le contenu, ils ont découvert un intérieur climatisé qui avait survécu à 4 décennies sous terre. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de boîtes de documents du matériel d'arpentage de l'époque des photographies, et plus troublant encore, un classeur métallique rempli de documents fonciers, de contrats et de correspondances. Ces documents racontaient une histoire qui contredisait directement la version de l'origine de l'île de la Tortue qu'Eustace avait partagée pendant des années. Le récit officiel était simple et inspirant. Il avait acheté un terrain brut à la fin des années 1970, l'avait transformé, à force de volonté et de travail, en un sanctuaire éducatif et avait passé des décennies à se battre contre les autorités qui ne comprenaient pas sa mission. C'était l'histoire d'un visionnaire qui se dressait seul contre la bureaucratie. Les documents enfouis révèlent une autre vérité. Turtle Island n'était pas un terrain inexploité lorsqu'Eustace l'a acquis. Il appartenait auparavant à un groupe d'investisseurs qui avaient leurs propres projets, des projets qui avaient été discrètement démantelés par des manœuvres juridiques, des pressions financières et des actions qui, selon les documents, se situaient au mieux dans une zone grise d'un point de vue moral et juridique. Et ce n'est que le début de ce que la Chambre forte a révélé. Les contrats montrent qu'Eustace n'a pas été le seul acquéreur de la propriété. Il y a eu des partenaires silencieux des bailleurs de fonds, dont l'implication n'a jamais été révélée publiquement. Un nom apparaît à plusieurs reprises dans les documents Marcus Whitfield, un promoteur immobilier de Charlotte qui a fait fortune dans les 1970 et 80 grâce à des acquisitions qui ont souvent évincé les anciens propriétaires ou partenaires au moyen de tactiques juridiques agressives. La correspondance entre Whitfield et Eustace datant de 1978 et 1979, brosse le tableau d'une relation bien plus complexe qu'un simple accord de soutien financier. Whitfield voyait apparemment l'île de la Tortue comme une opportunité d'investissement à long terme.
Ces lettres faisaient référence à des projets d'aménagement de certaines parties de la propriété pour des retraites rustiques haut de gamme, en utilisant les programmes de compétences primitives d'Eustace pour attirer des clients fortunés à la recherche d'expériences authentiques. Plus inquiétant encore, des documents d'arpentage suggéraient que les limites des propriétés défendues par Eustace dans ces diverses batailles juridiques n'étaient pas exactes. Les arpentages conservés dans la chambre forte montraient des lignes de démarcation qui différaient considérablement de celles figurant dans les registres actuels du comté. Si ces anciens arpentages étaient corrects et que le matériel d'arpentage professionnel enterré à côté d'eux le laissait supposer alors Turtle Island dans sa configuration actuelle, comprenait environ 70 acres qui appartenaient techniquement à des propriétés adjacentes. Les implications étaient stupéfiantes. Chaque bâtiment construit par Eustace, chaque programme qu'il a dirigé, chaque élève auquel il a enseigné sur ces 66 acres contestés était potentiellement sur un terrain qui ne lui appartenait pas réellement. Les batailles de zonage qui ont défini une grande partie de son récit public pourraient avoir été compliquées par le fait que les fonctionnaires locaux connaissaient ou soupçonnaient les problèmes de délimitation, mais avaient choisi de ne pas les aborder directement. Les photographies conservées dans la chambre forte montrent que la propriété, à la fin des années 1970, avant le développement d'Eustache, mais elles montrent également des structures qui étaient présentes à l'époque, mais qui ne l'étaient plus aujourd'hui. Des bâtiments qui ont apparemment été démolis et enterré leur existence, ayant été effacés de l'histoire officielle de la propriété. Une photographie montre ce qui semble être un petit cimetière ou un cimetière marqué par de simples pierres dans une zone qui fait aujourd'hui partie du principal complexe éducatif de l'île de la Tortue. La réaction de Preston à ces découvertes dont avaient été témoins plusieurs volontaires qui avaient participé aux fouilles avait été viscérale. Il était devenu tout pâle en lisant les documents, ses mains tremblant, en parcourant contrat après contrat, qui laissait entendre que les fondements mêmes de la mission de Turtle Island avaient été construits sur des sables mouvants, juridiques et éthiques. La réaction d'Eustace avait été différente, non pas un choc, mais quelque chose de plus proche de la résignation, comme s'il avait toujours su que ces informations existaient quelque part, et qu'il avait attendu le jour inévitable où elles remonteraient à la surface. Cette réaction a soulevé des questions troublantes que savait Eustace. Quand le savait-il? Pourquoi cette chambre forte avait-elle été enterrée? Qui l'avait placée là et qu'espérait-il accomplir en préservant cette preuve accablante le soir du 15e décembre, alors qu'Eustace et Preston étaient assis dans l'une des structures construites à la main sur l'île de la Tortue, entourés de documents qui menaçaient de détruire tout ce qu'ils avaient construit? La véritable crise n'était pas ce qu'ils avaient trouvé. Il s'agissait de savoir qui savait qu'ils l'avaient trouvé, et ce que ces personnes feraient pour gérer les retombées de secrets qui auraient dû rester enfouis. Ennemis à la porte. L'apparition de Marcus Whitfield à la porte de l'île de la Tortue le matin du 8 décembre n'était pas une coïncidence. Le promoteur de 83 ans, toujours l'œil vif et dégageant le genre de menace désinvolte qui résulte d'une vie passée à gagner par l'intimidation et la guerre juridique, avait d'une manière ou d'une autre appris la découverte de la chambre forte dans les heures qui avaient suivi son ouverture. Son arrivée accompagnée d'un avocat et de ce qui semblait être une sécurité privée laissait penser qu'il ne s'agissait pas d'une visite amicale visant à obtenir des éclaircissements. Whitfield voulait quelque chose et il était venu prêt à l'obtenir par tous les moyens nécessaires. La conversation qui a suivi, dont certains éléments ont été divulgués plus tard par une personne présente, a révélé l'ampleur de la conspiration qui avait façonné toute l'histoire de l'île de la Tortue. La position de Whitfield était claire. Il avait enterré le coffre-fort en 1984 comme assurance après que son partenariat avec Eustace se soit détérioré. Les documents qu'il contenait prouvaient que l'acquisition de la propriété par Eustace avait impliqué des arrangements financiers qui, s'ils étaient révélés, constitueraient une fraude et un manquement à l'obligation fiduciaire. Mais Whitfield n'était pas là pour dénoncer Eustace ou détruire Turtle Island. Il était là pour récupérer ce qu'il prétendait être des décennies de retour sur investissement impayé. Selon les accords contenus dans le coffre-fort, Whitfield avait droit à 20% des revenus bruts de Turtle Island, toutes sources confondues, programmes éducatifs, apparitions à la télévision honoraires, de conférenciers, vente de livres, tout. D'après ses calculs avec les intérêts et les pénalités pour non-paiement,
Eustache lui devait environ 1,7 million de dollars. La réponse d'Eustache, prononcée avec un calme, qui laissait penser qu'il se préparait à cette confrontation depuis 40 ans, était que Whitfield n'avait pas le droit de faire la moindre réclamation. Le partenariat avait été dissous en 1983 par un accord qui libérait toutes les parties de leurs obligations futures. Le fait que Whitfield ait enfoui les preuves au lieu de les présenter à l'époque laisse penser qu'il savait alors que sa position était juridiquement intenable. Mais Whitfield était venu armé de bien plus que de simples documents provenant du coffre-fort. Il avait apporté ses propres preuves, des conversations téléphoniques enregistrées au début des 1980 où Eustace aurait reconnu le partenariat en cours et son obligation de partager les revenus des relevés bancaires, montrant des paiements effectués à partir de comptes de Turtle Island vers des sociétés écrans contrôlées par Whitfield Payment qui s'étaient poursuivies sporadiquement au début des 2000 avant de cesser brusquement. Le litige sur les limites de la propriété a ajouté une nouvelle couche de complexité. Whitfield a affirmé qu'il avait délibérément caché les véritables limites de la propriété lors de l'acquisition initiale pour s'assurer que les propriétaires fonciers adjacents, dont certains étaient ses ennemis, auraient des raisons de contester les plans de développement d'Eustace. Les batailles juridiques constantes sur le zonage et les permis de construire avaient été des obstacles intentionnels conçus pour maintenir la croissance de Turtle Island lente et contrôlée, la rendant plus précieuse en tant que propriété d'investissement éventuel plutôt qu'en tant que centre d'éducation. La position de Preston tout au long de cette confrontation avait été sensiblement différente du calme pratiqué par Eustache. Preston était en colère non seulement contre Whitfield, mais aussi visiblement contre Eustace. Les questions qu'il posait à son partenaire et ami de longue date portaient la marque d'une trahison. Eustache savait-il tout cela? Quand l'a-t-il su? Et pourquoi n'a-t-il jamais dit à Preston toute la vérité sur les fondements financiers de l'entreprise qu'ils avaient bâtie ensemble? La révélation qui a frappé Preston le plus durement n'est pas venue de Whitfield, mais des documents eux-mêmes. Preston avait investi son propre argent dans Turtle Island au fil des ans, s'était endetté pour soutenir les programmes et les projets de construction, avait sacrifié des opportunités ailleurs parce qu'il croyait en la pureté de la mission. Apprendre que la mission avait été compromise sous la surface a été ressenti comme une trahison fondamentale de tout ce qu'il avait sacrifié pour cet endroit. L'avocat de Whitfield avait été clair sur le calendrier, ils allaient déposer des plaintes dans les 72 heures à moins qu'un accord ne soit conclu. Ces plaintes incluraient des demandes de comptabilité de tous les revenus de Turtle Island depuis 1979, des audits judiciaires de tous les documents financiers et d'éventuelles poursuites pénales si les preuves de la fraude étaient avérées. La publicité à elle seule détruirait la réputation de Turtle Island et mettrait probablement fin à tout programme éducatif futur ou à toute opportunité médiatique. Mais une alternative était offerte si Eustace acceptait de transférer 25% de la propriété de Turtle Island au trust familial de Whitfield, ainsi qu'un paiement immédiat de 250 000 $, toute l'affaire pourrait être résolue discrètement. Les documents de la chambre forte seraient mis sous scellé, les litiges frontaliers seraient discrètement résolus grâce aux échanges de terrain que Whitfield avait déjà organisés avec les propriétaires adjacents et Turtle Island pourrait poursuivre ses activités en conservant sa réputation intacte. Le piège était évident pour toutes les personnes présentes. Accepter ce marché signifiait admettre la fraude sous-jacente, donner à Whitfield un moyen de pression sur les activités de Turtle Island pour toujours vivre sous la menace que tout désaccord futur pourrait entraîner la révélation de toute la vérité. Cela signifiait échanger une survie immédiate contre une vulnérabilité permanente. Eustace avait demandé 72 heures pour examiner la proposition, bien que tout le monde dans la salle ait compris que le vrai problème n'était pas l'examen, mais le fait de se précipiter pour trouver des solutions alternatives à une situation impossible. Whitfield avait accepté, mais en partant, il avait fait une observation d'adieu qui avait pris la forme d'une menace. La survie de Turtle Island dépendait de sa réputation d'authenticité et d'intégrité. Cette réputation ne survivrait pas à l'exposition publique du contenu de la chambre forte. Eustace devrait se rappeler qui détient le véritable pouvoir dans cette affaire. Après le départ de Whitfield, la confrontation que tout le monde redoutait éclate enfin entre Eustache et Preston. Plusieurs volontaires de l'île de la Tortue,
qui avaient été assez proches pour entendre la dispute, en sont témoins, et leur récit brosse le tableau d'une amitié poussée à bout par des révélations de tromperie qui remontent à plusieurs décennies. L'accusation principale de Preston est simple mais dévastatrice. Il avait donné sa vie à Turtle Island croyant qu'il construisait quelque chose de pur et d'important, croyant qu'il préservait des connaissances et enseignait des traditions dont le monde moderne devait se souvenir. En apprenant que toute l'entreprise avait été bâtie sur des bases financières douteuses, Custas avait été au courant de l'existence de partenariats cachés et de problèmes de frontières et qu'il les avait dissimulés. Preston s'est demandé si leur mission avait jamais été sincère, ou si tout cela n'avait été qu'un spectacle élaboré, conçu pour servir l'ego d'Eustace et cacher des vérités gênantes. La défense d'Eustace était qu'il avait protégé Turtle Island de la seule manière qu'il connaissait. Oui, il y avait eu des arrangements financiers avec Whitfield au départ. Oui, il était au courant des problèmes de frontières, mais il avait cru et croyait toujours que la mission éducative était plus importante que l'histoire compliquée de son financement et de sa création. Parfois, pour protéger quelque chose d'important, il faut garder certaines vérités enfouies, et il avait fait ce choix consciemment et le ferait à nouveau. Cette réponse, au lieu d'apaiser Preston, n'a fait qu'approfondir la brèche. Le choix de garder les vérités enfouies, de permettre à Preston d'investir de l'argent et de la vie dans une entreprise sans en connaître tous les fondements, n'était pas de la protection, c'était de la manipulation. Elle laisse entendre qu'Eustache privilégie le contrôle au détriment d'un véritable partenariat, le secret au détriment de la confiance. À la tombée de la nuit, l'île de la Tortue est confrontée à de multiples menaces. L'ultimatum juridique et financier de Marcus Whitfield se rapproche de son échéance. Les litiges concernant les frontières menaçaient d'invalider des décennies de développement et de programmation. Et surtout, le partenariat entre Eustace et Preston, le fondement humain qui avait permis à Turtle Island de traverser d'innombrables crises, était en train de se fracturer d'une manière qui pourrait s'avérer irréparable. La révélation suivante n'est pas venue des documents de la Chambre forte, mais d'une source que personne n'avait anticipée. Le frère cadet d'Eustace, Judson Conway, est arrivé à Turtle Island le 17 décembre avec son propre fardeau de secrets de famille qui pesait sur lui depuis des décennies. Judson, qui avait gardé un profil plus bas que son célèbre frère, mais qui avait été impliqué dans le développement initial de Turtle Island, est venu avec une confession qui recontextualise tout ce que le coffre-fort avait révélé. Leur père, Eustace Robinson Conway III, avait connu l'implication de Marcus Whitfield et les montages financiers douteux. Plus que connu, il avait été celui qui avait facilité la connexion entre Whitfield et son fils, voyant l'argent du promoteur comme le seul moyen pratique de rendre les rêves de nature sauvage d'Eustace financièrement viables. Le patriarche de la famille Conway, qui était décédé en 2004, avait été un personnage complexe, soutenant extérieurement le style de vie alternatif de son fils, tout en nourrissant en privé des inquiétudes sur le fait que l'idéalisme d'Eustace conduirait à la ruine financière sans un soutien commercial ferme. Whitfield avait été ce soutien introduit par l'aîné Conway avec la compréhension explicite qu'il y aurait des conditions attachées et des obligations futures à honorer. La révélation de Judson comportait son propre aveu douloureux. Il avait aidé à enterrer le caveau de 1984 sur les instructions de leur père, après que la relation avec Whitfield soit devenue acrimonieuse, mais avant qu'elle ne soit officiellement rompue. L'instruction avait été claire. Préserver la documentation au cas où elle serait nécessaire pour protéger les intérêts de la famille, mais garder son existence secrète pour éviter de contaminer le récit public de Turtle Island, qui présente un mode de vie alternatif aux intentions pures. Pendant près de 40 ans, Judson a porté la connaissance de cette chambre forte enterrée et des secrets qu'elle contenait. Il a vu son frère construire un personnage public autour de la mission de Turtle Island. Il a vu Preston s'investir totalement dans cette mission. Il a vu des milliers d'étudiants et de sympathisants adopter ce qu'il croyait être une préservation authentique du savoir traditionnel, et il n'a rien d'y lié par la loyauté familiale et par le dernier souhait de son père, qui voulait que la chambre forte ne soit pas découverte, sauf en cas d'absolue nécessité. La découverte n'avait pas été accidentelle. C'est Judson qui avait averti Whitfield que des travaux d'excavation étaient prévus dans cette zone spécifique de la propriété. Sa motivation n'était pas la malveillance, mais la conviction désespérée que les secrets s'étaient envenimés suffisamment longtemps
pour que le seul moyen d'avancer soit l'exposition et la confrontation plutôt que la dissimulation continue. La réaction de Preston à cette révélation fut volcanique. Non seulement Eustache avait dissimulé la vérité, mais sa propre famille avait activement œuvré pour que cette dissimulation se poursuive. Toute la famille Conway avait apparemment considéré Preston comme un étranger à qui l'on ne pouvait pas faire confiance pour connaître toute l'histoire malgré des décennies de partenariat et de sacrifices. La trahison va plus loin que les arrangements financiers ou les limites de la propriété. Elle touche au cœur de la question de savoir si Preston a jamais été véritablement considéré comme un partenaire égal ou simplement comme une main-d'œuvre utile pour réaliser la vision de la famille Conway. Les documents que Judson a apportés avec lui ont ajouté de nouvelles dimensions à la crise. Des lettres entre Eustace Robinson Conway III et Marcus Whitfield montrent que l'aîné des Conway était également conscient des problèmes de délimitation et avait conseillé à son fils d'éviter de les aborder directement. Les batailles juridiques avec le gouvernement local qu'Eustace avait menées si publiquement, se positionnant comme défenseur des droits de propriété contre les excès bureaucratiques, avaient été compliquées par le fait que la famille Conway avait su dès le début que certaines de ses revendications étaient juridiquement douteuses. Plus douloureusement, des lettres suggèrent qu'Eustace Robinson Conway III avait considéré Preston Roberts comme une phase temporaire dans la vie de son fils. Un partenaire utile pour le travail physique d'établissement de Turtle Island, mais quelqu'un qui finirait par être remplacé ou par se retirer au fur et à mesure que l'opération mûrirait et nécessiterait une gestion plus sophistiquée. Le fait que Preston soit resté au centre de Turtle Island pendant des décennies n'avait pas changé l'opinion fondamentale de l'aîné des Conway selon laquelle la propriété et la mission étaient d'abord l'héritage de la famille Conway et ensuite un projet de collaboration. La décision de Judson d'exposer ses secrets de famille a découlé de sa propre crise de santé. Diagnostiqué d'un cancer en phase terminale 6 mois plus tôt, il était aux prises avec des questions d'héritage et de responsabilité morale. Les secrets qu'il avait contribué à garder, les mensonges par omission auxquels il avait participé, commençaient à ressembler moins à de la loyauté familiale qu'à de la lâcheté morale. Sa confession était une tentative de soulager sa conscience avant d'affronter ce qui viendrait après la mort, peu importe ce que cela coûterait à son frère ou au nom de la famille Conway. Cette révélation obligea Eustace à prendre une position qu'il avait passé 40 ans à éviter reconnaître publiquement les compromis et les vérités cachées qui avaient façonné le développement de Turtle Island. Mais même face à l'exposition totale des secrets de famille, la réaction d'Eustace resta ancrée dans la justification plutôt que dans les excuses. Son père avait fait ce qu'il croyait nécessaire pour donner à la vision de son fils une chance de survie. Les arrangements avec Whitfield avaient été déplaisants mais pragmatiques. Les problèmes de frontières étaient des questions techniques qui n'invalidaient pas la véritable mission éducative poursuivie sur la propriété. Preston n'en voulait pas. La question n'est pas de savoir si la mission éducative est authentique. Il n'a jamais douté de l'engagement d'Eustache à enseigner les techniques primitives et à préserver les connaissances traditionnelles. La question est le réseau de tromperie qui a entouré cette mission, les secrets qui ont été cachés à quelqu'un qui a cru qu'il était un partenaire à part entière. L'irrespect fondamental de lui, permettre d'investir sa vie dans une entreprise sans en connaître tous les fondements. La dispute entre Preston et Eustace qui s'était développée depuis la découverte de la chambre forte atteignit son point de rupture dans la soirée du 17 décembre. L'ultimatum de Preston était brutal. Soit Eustache avouait tout, chaque arrangement financier, chaque problème dissimulé, chaque secret gardé, soit Preston quittait définitivement Turtle Island. Plus de demi-vérité, plus de justification, une transparence totale ou une séparation complète. La réponse d'Eustace fut le silence. Non pas parce qu'il n'avait pas de réponse, mais parce qu'offrir une transparence totale signifiait reconnaître des niveaux de compromis et de dissimulation qui modifieraient fondamentalement la façon dont tout le monde voyait l'île de la Tortue et son rôle dans sa création. Le choix était entre préserver une version du récit qui avait défini l'œuvre de sa vie ou respecter la demande de vérité de son partenaire au prix de la survie de ce récit. Alors que la nuit tombait sur l'île de la Tortue, le 17 décembre, 3 crises distinctes convergeaient vers un point où il n'était plus possible de les gérer séparément. L'échéance juridique de Marcus Whitfield approche.
Les litiges frontaliers menacent d'anéantir des décennies de développement et le partenariat entre Eustace et Preston, le fondement humain qui a permis à Turtle Island de relever tous les défis précédents, vole en éclats sous le poids des secrets révélés et de la confiance trahie. La conspiration est révélée au grand jour. L'ampleur de la conspiration autour de Turtle Island est apparue le 18 décembre lorsqu'un journaliste local enquêtant sur les messages énigmatiques des médias sociaux et les rumeurs de crise a découvert des liens entre Marcus Whitfield et des fonctionnaires du comté, qui expliquent des décennies de décisions autrement inexplicables concernant le zonage de Turtle Island et les défis en matière de permis. Les recherches du journaliste ont révélé que Whitfield avait été un contributeur financier important aux campagnes de plusieurs commissaires du comté de Watauga au cours des années 1980 et 90. Plus important encore, il avait entretenu des relations d'affaires avec plusieurs fonctionnaires du comté par le biais d'entreprises immobilières qui ont créé des conflits d'intérêts concernant leurs décisions officielles au sujet de Turtle Island. Le schéma qui est apparu était sophistiqué et de longue date. Les fonctionnaires du comté ne s'étaient pas opposés au développement de Turtle Island par étroitesse d'esprit bureaucratique ou par souci légitime de réglementation. Ils avaient délibérément créé des obstacles qui empêchaient Turtle Island de devenir trop prospère ou de prendre de la valeur trop rapidement. Agissant sur les instructions de Whitfield pour maintenir son influence sur Eustace et préserver son droit éventuel au bénéfice de la société des permis de construire qui auraient dû être systématiquement approuvés, ont été retardés ou refusés, obligeant Eustace à se lancer dans des batailles juridiques coûteuses qui ont épuisé ses ressources et limité sa capacité à développer la propriété. Les décisions de zonage qui ont affecté la programmation éducative de Turtle Island ont été conçues pour maximiser la charge réglementaire tout en s'arrêtant juste avant d'imposer une fermeture complète. Le harcèlement juridique constant qu'Eustace a dépeint comme une persécution par des fonctionnaires à l'esprit étroit était en fait une obstruction orchestrée destinée à le maintenir financièrement dépendant de l'appui de Whitfield. Plus troublant encore, les fonctionnaires du comté étaient au courant des litiges concernant les limites depuis le début des années 1990, mais ils avaient délibérément évité de les aborder. Non pas parce qu'ils avaient négligé les problèmes, mais parce que Whitfield leur avait demandé de maintenir l'ambiguïté. Des limites de propriété incertaines signifiaient qu'Eustace ne pouvait pas tirer pleinement parti de la valeur du terrain, qu'il ne pouvait pas vendre ou transférer proprement des parties du terrain, qu'il ne pouvait pas échapper à la toile d'obligations financières que Whitfield avait tissée autour de lui 40 ans plus tôt. Les violations du Code de l'environnement et du Code sanitaire qui ont périodiquement affecté Turtle Island, obligeant à des mesures correctives coûteuses et générant une publicité négative, ont pris une nouvelle importance à la lumière de ces révélations. Plusieurs de ces violations étaient fondées sur des plaintes déposées par des parties anonymes qui, selon l'enquête du journaliste, étaient en fait des employés ou des associés de Whitfield. Le promoteur avait simultanément protégé Turtle Island d'une fermeture complète, tout en veillant à ce qu'elle reste perpétuellement sous le coup de la réglementation incapable d'atteindre le succès stable qui permettrait à Eustace de racheter son partenaire caché. D'anciens fonctionnaires du comté, dont certains sont aujourd'hui à la retraite et acceptent de s'exprimer officieusement, ont confirmé que l'influence de Whitfield sur le traitement réglementaire de Turtle Island avait été un secret de polichinelle au sein de l'administration locale. Le pouvoir du promoteur dans la région, au cours des 1980 et 90 ans, était suffisamment important pour que la contestation de ses intérêts mette fin à la carrière des employés du comté. Ils ont donc suivi ses directives, élaboré les décisions qu'ils souhaitaient et maintenu la pression sur Turtle Island, ce qui a servi sa stratégie financière à long terme. La révélation de cette conspiration vieille de plusieurs décennies a eu des effets immédiats. Plusieurs commissaires du comté ont demandé que des enquêtes soient menées sur les décisions antérieures concernant l'île de la Tortue. Les autorités réglementaires de l'État ont commencé à s'enquérir de la corruption potentielle dans les décisions locales relatives à l'aménagement du territoire. Les groupes de défense de l'environnement qui avaient auparavant soutenu la mission de Turtle Island ont exprimé leur trahison en apprenant qu'ils avaient été manipulés dans le cadre d'un montage financier. Mais la révélation de la complicité du gouvernement dans le montage de Whitfield a également fourni à Eustace un moyen de pression potentiel. Si les conflits de frontières et les contestations de zonage avaient été délibérément orchestrés plutôt que des actions réglementaires légitimes alors des décennies de décisions,
pourrait potentiellement être invalidée. La tentative de Whitfield de recouvrer les sommes dues au titre de son partenariat pourrait être compromise par la preuve qu'il a activement saboté l'entreprise dans laquelle il prétendait être associé. Preston a vu dans la révélation de la conspiration la validation de quelque chose qu'il ressentait depuis des années, mais qu'il n'arrivait pas à formuler, à savoir que les luttes constantes de Turtle Island n'avaient jamais vraiment eu de sens. L'ensemble des obstacles avait semblé presque trop parfaitement conçu pour empêcher le succès sans forcer la fermeture. Mais la validation n'effaçait pas la trahison plus profonde de la dissimulation d'Eustace. Apprendre que des forces extérieures avaient délibérément miné Turtle Island n'excusait pas les tromperies internes qui avaient empoisonné le partenariat entre lui et Eustace. Les implications juridiques de la conspiration révélée étaient complexes et potentiellement puissantes. Si Whitfield avait activement sapé Turtle Island tout en revendiquant des droits de partenariat sur ses revenus, sa position dans un procès devenait beaucoup plus faible. Si les fonctionnaires du comté avaient pris des décisions basées sur la corruption, plutôt que sur une autorité réglementaire légitime, des décennies de violations de permis et de restrictions pouvaient potentiellement être remises en question ou annulées. Mais la mise en œuvre de ces recours juridiques nécessitait des ressources dont Turtle Island ne disposait pas du temps qui s'écoulait avant la date limite fixée par Whitfield, et surtout exigeait qu'Eustace dévoile entièrement ses propres compromis et arrangements cachés. Combattre Whitfield signifiait reconnaître tout ce que la Chambre forte avait révélé, signifiait avouer publiquement les fondations douteuses sur lesquelles Turtle Island avait été construite, signifiait détruire le récit qui avait soutenu la mission et inspiré ses partisans pendant 40 ans. Le calcul d'Eustace était brutal dans sa clarté. Il pouvait combattre Whitfield avec les armes que la révélation de la conspiration lui avait fournies, mais cela détruirait la réputation de Turtle Island même s'il gagnait la bataille juridique. Ou il pouvait accepter une certaine version du règlement de Whitfield, préserver le récit public au prix d'une vulnérabilité permanente et espérer que la révélation de la conspiration empêcherait au moins les manipulations futures, même si elles ne pouvaient pas réparer les dommages passés. La position de Preston est caractéristique de son intransigeance. Le combat est la seule option éthique, quel que soit le coût pour la réputation de Turtle Island. La mission de préservation des connaissances traditionnelles et d'enseignement des techniques primitives n'a pas besoin d'être construite sur des mensonges et des dissimulations. Si Turtle Island ne pouvait pas survivre à l'exposition honnête de ses fondements, alors peut-être ne méritait-elle pas de survivre sous sa forme actuelle. La différence philosophique qui avait toujours existé entre Eustace et Preston, la volonté d'Eustace de faire des compromis avec des systèmes qu'il méprisait afin de préserver sa mission contre l'insistance de Preston pour une authenticité totale même au prix d'un succès pratique, avait finalement trouvé un point où le compromis était impossible et où leurs valeurs fondamentales étaient irréconciliables. À la fin du 18e décembre, l'exposition de la conspiration avait simultanément renforcé et affaibli la position de Turtle Island. Plus forte parce que la manipulation de Whitfield avait été révélée plus faible parce que cette révélation exigeait des réponses qui obligeraient Eustace à sacrifier le récit qu'il avait mis des décennies à construire. La question n'était pas de savoir si Turtle Island survivrait, mais quelle version de Turtle Island émergerait de cette crise, et si cette version inclurait toujours le partenariat entre Eustace Conway et Preston Roberts. Se battre pour Turtle Island. Le matin du 19 décembre, Eustace Conway a pris une décision qui a choqué tous ceux qui avaient suivi le déroulement de la crise. Il a convoqué une conférence de presse non pas pour défendre Turtle Island ou attaquer ses ennemis, mais pour faire une confession publique qui changerait fondamentalement la façon dont l'œuvre de sa vie était comprise et commémorée. Debout devant les caméras avec Preston à ses côtés, leur unité de présence démentant l'état fracturé de leur relation. Eustace a parlé pendant 37 minutes des compromis des partenariats cachés et des vérités enfouies qui avaient façonné l'histoire de Turtle Island au cours des 40 années écoulées. Il reconnaît l'implication de Marcus Whitfield, admet être au courant des problèmes de frontières, avoue que sa famille a contribué à dissimuler des preuves plutôt que d'affronter directement les problèmes. Mais plus qu'une confession, la déclaration d'Eustace est un recadrage de ce que représente Turtle Island. La propriété et les programmes n'ont jamais eu pour but la pureté personnelle ou la perfection idéologique.
Il s'agissait de préserver les connaissances et les compétences que le monde moderne était en train de perdre, d'apprendre aux gens à voir des alternatives à la dépendance totale vis-à-vis des systèmes industriels. Le fait que la réalisation de cette mission ait nécessité de traiter avec Marcus Whitfield et de naviguer parmi des fonctionnaires corrompus n'invalidait pas l'enseignement lui-même. Cela prouvait que même les efforts axés sur une mission devaient exister au sein des systèmes brisés qu'ils essayaient de transcender et parfois faire des compromis avec eux. La réaction du public a été immédiate et divisée. Les partisans qui avaient adhéré au récit idéaliste d'Eustache se sont sentis trahis. Considérant les aveux comme la preuve que tout ce qu'ils croyaient au sujet de l'île de la Tortue était faux, d'autres en particulier les étudiants de longue date et les disciples qui avaient toujours su qu'Eustache était plus complexe que son image publique ne le laissait entendre ont trouvé les aveux humanisants plutôt qu'accablants. La preuve que même quelqu'un d'aussi engagé qu'Eustache devait naviguer dans la complexité morale, plutôt que de vivre dans la pure clarté idéologique. La réponse de Marcus Whitfield est arrivée dans les heures qui ont suivi. La confession publique d'Eustache avait mis à nu la manipulation de Whitfield et rendu impossible tout règlement non pas parce que Whitfield n'en voulait plus, mais parce qu'Eustache avait rendu impossible la résolution discrète de ce qui était désormais très public. Whitfield allait déposer des réclamations légales pour les revenus du partenariat, demander un audit judiciaire complet des finances de Turtle Island et se battre pour dissoudre toute l'opération si le paiement ne pouvait être assuré. Mais les aveux d'Eustache avaient accompli quelque chose que Whitfield n'avait pas prévu. En exposant complètement la conspiration entre Whitfield et les fonctionnaires du comté, en reconnaissant ses propres compromis, tout en révélant la manipulation dont il avait fait l'objet, Eustache avait créé une situation dans laquelle l'attaquer signifiait attaquer une victime de la corruption plutôt qu'un participant volontaire à la fraude. La sympathie du public, qui aurait pu s'évaporer avec la simple révélation du contenu du coffre, a été partiellement préservée par la présentation d'Eustache comme quelqu'un qui avait fait des choix problématiques en essayant d'atteindre des objectifs légitimes dans un système corrompu. La bataille juridique qui a suivi a pris des années avant d'être entièrement résolue. Les enquêtes du comté sur les fautes officielles ont impliqué de nombreux anciens commissaires. Les litiges concernant les frontières nécessiteraient des travaux d'arpentage importants et d'éventuels échanges de terres. Les revendications de Whitfield concernant les revenus de la société seraient compliquées par la preuve qu'il a délibérément saboté l'entreprise dont il revendiquait la propriété partielle. Mais la crise la plus immédiate concernait le sort de l'île de la Tortue pendant que ces batailles juridiques se déroulaient. Les aveux d'Eustache ont soulevé des questions quant à la poursuite des programmes, à la validité des assurances et des permis au maintien des étudiants et des bénévoles dans une opération dont il est désormais publiquement révélé qu'elle repose sur des bases compromises. L'avenir nous dira si Turtle Island a survécu à cette crise en étant plus forte ou brisée, si Eustache et Preston ont pu reconstruire leur partenariat, ou s'ils se sont séparés, et si la mission de préservation des connaissances traditionnelles peut transcender l'histoire problématique de sa création et de son maintien. Mais ce qui était déjà clair, c'est que rien ne serait plus jamais simple à Turtle Island, et cela a peut-être toujours été la leçon la plus précieuse qu'elle avait à enseigner.